J'ai eu environ 4 secondes pour décider si je devais tirer sur l'homme qui tentait de voler ma voiture. Refuser une demande en mariage à la fin de ma vingtaine. Je ne le regrette pas, mais cela m'a fait mal parce que je savais que nous étions amoureux tout en n'étant pas faits l'un pour l'autre à ce moment de nos vies. Il y avait entre nous une tendresse sincère, quelque chose de lumineux qui aurait pu grandir différemment si les circonstances avaient été autres. Pourtant nos chemins intérieurs s'écartaient déjà et je sentais confusément qu'accepter aurait été forcer notre histoire à prendre une forme qui ne lui appartenait pas. Depuis, il a accompli des choses magnifiques et moi aussi. Nous avons chacun trouvé une manière d'avancer, de devenir les personnes que nous étions censés devenir. Je ne nourris aucun regret, mais nos souvenirs ont gardé une saveur douce et piquante, comme une chanson que l'on aime encore même si elle nous serre un peu la gorge. Parfois je repense à nos projets imaginés à la légère, à nos longues conversations où nous croyions pouvoir remodeler l'avenir rien qu'avec nos rires. Je me suis longtemps senti coupable parce qu'il avait prévu de faire sa demande à Noël devant toute sa famille. La scène était déjà prête, remplie d'attentes et de sourires, et je me suis retrouvé à dire oui sous la pression du moment, incapable de briser la magie que tout le monde semblait attendre. Mais ensuite la réalité m'a rattrapé. Les jours qui ont suivi ont été remplis de silence pesant et de réflexions qui ne me laissaient plus respirer. Je savais que je ne pouvais pas construire une vie entière sur un oui prononcé pour épargner les émotions des autres. Finalement j'ai trouvé la force de revenir sur ma décision. Ce fut douloureux, mais c'est ce qui nous a permis à tous les deux de nous libérer et de poursuivre des vies plus authentiques. Même si cette histoire laisse encore un frisson mélancolique derrière elle, elle m'a appris à écouter ma vérité avant de me laisser emporter par le décor ou les attentes du monde. Il y a environ 15 ans, j'ai eu l'occasion de commencer un travail à la chaîne pour l'un des 3 grands constructeurs automobiles. Mon beau-père y travaillait et il avait la possibilité de proposer mon nom pour me faire entrer rapidement dans l'entreprise. J'ai refusé surtout parce que je travaillais à ce moment-là pour ma mère dans son cabinet médical qui coulait et j'avais l'impression que si je partais cela signerait l'échec certain de son affaire. Le cabinet de ma mère a fermé de toute façon quelques mois plus tard et apparemment toutes les personnes dont les noms avaient été proposés ont été embauchées immédiatement avec l'ancienneté et les avantages complets. Plus tard ma femme et moi avons reçu une offre d'une tante de déménager à l'autre bout du pays et elle pouvait me trouver un très bon travail là où elle travaillait. Nous avons donc déraciné nos vies même si nous n'avions pas grand-chose à déraciner, mais notre famille et nos amis étaient ici et nous sommes partis très loin. L'offre d'emploi est tombée à l'eau avant même que j'arrive malgré un entretien téléphonique et malgré le fait que j'avais précisé la date de mon arrivée et ils ont donné le poste à quelqu'un d'autre sans me prévenir et ma tante est partie quelques mois plus tard nous laissant dans un endroit inconnu sans travail, sans proches et sans amis. Nous y sommes restés 5 ans. Les 3 premières années ont été de loin les pires de ma vie avec tellement de difficultés financières, conjugales, sociales. Nous avons finalement fini par nous faire des amis qui sont restés et nous avons pu obtenir des emplois qui duraient plus que quelques semaines et ces 2 dernières années ont été bonnes mais il a fallu se battre bec et ongles pour y arriver. Finalement nous sommes revenus chez nous pour plusieurs raisons dont l'une était que par un concours de chance et de coïncidence j'ai pu obtenir un poste chez un autre des 3 grands constructeurs automobiles. Dès que j'ai commencé ce nouvel emploi c'est comme si nous vivions de toute nouvelle vie. Nous avons toujours eu assez d'argent pour tout ce dont nous avons besoin, nous avons eu une assurance santé et dentaire donc plus besoin de vivre dans la peur de la maladie, nous avons retrouvé de vieux amis et nous en avons fait de nouveaux et nos vies ont été 100 fois plus épanouissantes qu'avant. Nous avons terminé de payer notre maison en 2020, ce que je n'aurais jamais cru possible. Même si j'aime la vie que j'ai aujourd'hui et même si j'ai beaucoup grandi et mûri pendant ces années difficiles, je me demande toujours comment les choses auraient été si j'avais accepté cette offre d'emploi à l'époque. Cela peut sembler dérisoire à côté des immenses décisions auxquelles certaines personnes doivent faire face, pourtant les choix qui m'ont le plus tourmenté concernaient la fin de vie de mes chiens. Essayer de décider s'il était temps de dire adieu à un brave compagnon qui avait partagé tant d'années avec moi me brisait le cœur. Je passais des heures à l'observer pendant qu'il dormait, à chercher dans son regard un signe qui m'aiderait à comprendre ce qu'il ressentait vraiment. Parfois il retrouvait un éclair d'énergie et je me persuadais que tout pouvait encore durer longtemps, puis le lendemain il avait du mal à se lever et mon esprit s'effondrait de nouveau.
Je repensais à toutes les promenades, aux soirées où il posait sa tête contre ma jambe comme pour me rappeler qu'il était là, au matin où son simple enthousiasme suffisait à me faire oublier les ennuis. Le voir s'affaiblir doucement donnait l'impression que la maison perdait peu à peu sa chaleur. J'aurais voulu qu'il me parle et qu'il m'explique ce dont il avait besoin, mais je devais me contenter d'interpréter ses silences et de lutter contre la peur de prendre une décision trop tôt ou trop tard. Chaque jour je ressentais la même déchirure. Je voulais être courageux pour lui, parce qu'il avait toujours été courageux pour moi. Et au fond de moi je savais que l'amour que je lui portais devait m'aider à choisir ce qui serait le plus doux pour lui, même si cela signifiait accepter l'un des adieux les plus difficiles de ma vie. Ne pas croire que je pouvais faire mieux et continuer à travailler comme barista ou serveur jusqu'à la trentaine. Certes, les pourboires étaient très bons, je pouvais vivre au centre d'une grande ville, boire de la bière artisanale en terrasse avec mes amis hipsters et faire un trajet de 15 minutes à vélo chaque jour, mais qu'allait-il se passer quand j'atteindrais l'âge de la retraite ? J'ai eu une révélation après une expérience de mort imminente, j'ai postulé pour un emploi dans une compagnie aérienne et à ma surprise je l'ai obtenu. Le poste offre d'excellents avantages et une pension, mais comme c'est un changement complet de carrière, j'ai dû commencer tout en bas de l'échelle. Plus de pourboires. J'ai dû passer mon permis, acheter une voiture et payer une somme énorme en assurance parce que je suis un conducteur inexpérimenté. J'avais un appartement incroyable en centre-ville, mais je ne pouvais plus me le permettre et j'ai dû déménager hors de la ville. Je n'ai pas vu la plupart de mes amis depuis très longtemps. Presque tous les gens de mon âge qui ont commencé à travailler dans cette compagnie aérienne à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine ont pu acheter une maison et fonder une famille. Ils pourront même prendre leur retraite plus tôt. Je ne peux pas remonter le temps, je ne peux pas être en colère contre les expériences merveilleuses que j'ai déjà vécues, je ne peux qu'avancer avec gratitude. Couper toute ma famille de ma vie. Cela m'a coûté tellement et, pour être honnête, cela continue encore aujourd'hui. Tout cela s'est produit à la fin de l'année dernière, ce qui signifie que le temps n'a pas encore eu la chance d'apaiser les blessures. J'ai eu l'impression de me détacher lentement d'un monde où j'avais grandi, un monde où chaque geste semblait déjà préparé pour moi, mais où je ne trouvais plus ma place. Les premiers jours après cette rupture ressemblaient à un étrange silence, comme si je marchais dans une maison dont toutes les lumières avaient été éteintes. Comprendre finalement que je ne suis pas aimé a été l'une des vérités les plus difficiles à accepter. J'ai résisté longtemps à cette idée, j'ai tenté de lui chercher des nuances, des excuses, des explications qui pourraient la rendre moins tranchante. Pourtant rien n'a tenu. Petit à petit cette prise de conscience s'est imposée, lourde et froide, comme une porte que l'on ferme définitivement derrière soi. Il n'y avait plus de retour possible, seulement cette nouvelle réalité à apprivoiser. Alors j'ai commencé à reconstruire quelque chose autour de moi. Les premiers pas étaient hésitants, mais je me surprenais parfois à ressentir un léger soulagement, celui de ne plus devoir jouer un rôle ou attendre un signe d'affection qui ne venait jamais. Ce n'était pas un chemin vers l'oubli, encore moins vers l'indifférence, mais plutôt une avancée vers ma propre dignité. Je me suis rendu compte que rompre ces liens ne signifiait pas renoncer à toute forme d'amour, mais laisser enfin la place à un amour qui ne me ferait pas rétrécir pour exister. J'ai tenté de mettre fin à mes jours durant ma dernière année de lycée. Je ne m'étais pas investi comme je savais que j'en étais capable tout au long de ma scolarité et je n'ai donc été accepté dans aucune des universités où j'avais postulé, à part un collège communautaire. Dans ma famille, l'éducation a une valeur immense, ce qui est vrai bien sûr, et je ne supportais pas l'idée de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Ma tentative a provoqué beaucoup de turbulences pour le reste de la famille pendant un certain temps, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas soulagés que j'ai échoué, mais plutôt que cela a changé la façon dont ils me voyaient. 6 ans plus tard, j'ai pris la décision de retourner à l'université et j'ai obtenu un diplôme associé en commerce, puis plus récemment, 4 ans après mon retour, une licence en marketing. Au total, cela fait presque 11 ans depuis ma dernière année de lycée et je peux dire sans aucun doute que je suis immensément reconnaissant d'être encore là. Le monde paraît si petit et effrayant quand on est enfant, mais il y a tellement plus qui nous attend juste au tournant.
Si je pouvais laisser un conseil à quelqu'un qui lutte avec des pensées d'automutilation, je lui dirais que ce monde est fait pour lui, qu'il a sa place et que les attentes ou les opinions de personne ne peuvent lui enlever cela. Quelqu'un quelque part le cherche même si ce n'est pas l'impression qu'il a. Il en vaut la peine. J'ai passé environ 16 heures par jour, surtout la nuit, pendant 6 semaines aux côtés de ma grand-mère alors qu'elle mourait d'une leucémie. Ces nuits semblaient suspendues dans le temps. Le monde extérieur continuait de tourner, mais pour moi il n'y avait plus que la chambre d'hôpital, la lumière feutrée, le souffle irrégulier de ma grand-mère et la certitude que chaque heure qui passait nous rapprochait de l'inévitable. Je lui tenais la main, je lui lisais des passages de ses livres préférés, parfois je restais simplement assis à l'écouter respirer parce que ce son, même fragile, était encore un lien entre nous. Une nuit, l'infirmière est entrée pour remplir sa pompe à morphine. Elle a travaillé en silence, puis elle a laissé un flacon de morphine et une seringue juste à côté de moi. En se dirigeant vers la porte, elle a jeté un regard vers moi, puis vers ce qu'elle venait de poser. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qu'elle m'offrait. C'était comme si le temps s'était épaissi autour de moi. Je sentais le poids immense de cette possibilité, la promesse d'un soulagement immédiat mais aussi la frontière invisible que je n'arrivais pas à franchir. Je ne pouvais pas le faire. Mon cœur se serrait, mes mains tremblaient et quelque chose en moi refusait d'être celui qui mettrait un terme à sa vie, même si c'était pour apaiser sa souffrance. Alors j'ai rangé mes mains sur mes genoux et j'ai attendu que l'infirmière revienne. Elle a compris sans un mot, a repris le matériel et a continué son travail comme si rien ne s'était produit, mais je savais que ce moment resterait gravé en moi. J'habitais autrefois dans un penthouse construit sur le toit d'un immeuble déjà existant. Le 14e étage était le dernier niveau du bâtiment principal et on y trouvait PH1 à PH4. Au-dessus se trouvait un toit plat, puis PH5 et PH6 construits encore plus haut. Je vivais dans PH5 et un jour j'ai oublié mes clés alors que mes colocataires ne rentraient pas avant 1 heure. J'ai décidé que ce serait une bonne idée d'utiliser la fenêtre de la cage d'escalier qui se trouvait au niveau de PH6 pour sauter sur leur zone de toit privé à mon étage afin de grimper par la fenêtre de ma chambre. Il avait plu la nuit précédente et le bois de leur patio était beaucoup plus glissant qu'il n'en avait l'air. Les plafonds de notre étage faisaient environ 3,60 m de haut, donc je sautais d'une hauteur d'environ 4,40 m. Cela ne paraissait pas si terrible, mais au moment d'atterrir mes pieds ont immédiatement glissé et je suis tombé sur le dos. Ma cheville était complètement engourdie. Même si elle n'a pas été fracturée, elle a subi une blessure au tissu mou qui me cause depuis 9 ans une douleur constante et chronique. Cela a gâché l'une des périodes les plus saines de ma vie alors que je courais plusieurs fois par semaine et que je pesais 81 kg environ. Au cours de ces 9 années mon poids a beaucoup fluctué, ma santé aussi évidemment, et tout correspond à l'état de ma cheville, selon qu'elle va à peu près bien ou qu'elle est dans un état si mauvais que je me surprends à imaginer arracher les zones douloureuses de ma chair avec une cuillère. J'ai essayé pendant des années de travailler avec des physiothérapeutes, des spécialistes en médecine du sport et j'ai passé des IRM, mais je ne me suis jamais vraiment amélioré. J'ai abandonné il y a environ 4 ans et j'ai atteint le poids le plus élevé de ma vie. Cependant j'ai décidé de consulter il y a quelques mois une physiothérapeute très recommandée et je constate des progrès que je n'avais jamais vus auparavant, donc les choses semblent s'améliorer. Elle a été absolument fantastique. Donc oui, je me suis infligé 9 ans de douleur chronique parce que j'étais trop idiot pour simplement attendre 1 heure que mes colocataires rentrent. Ma cheville varie entre 1 et 5 sur l'échelle de la douleur. Ce n'est pas atroce mais la douleur chronique est terriblement épuisante et chaque fois que j'essaie de reprendre le sport elle finit par devenir si intense que j'abandonne. Mon mari et moi avons divorcé il y a 10 ans. À l'époque mon fils avait 19 ans et il a choisi de partir vivre dans une autre province. Comme son père payait ses études et ses dépenses et que je n'avais pas beaucoup de moyens, il a fini par disparaître complètement de ma vie. Pendant des années je n'ai reçu aucun signe, pas même un message rapide pour dire qu'il allait bien. Aujourd'hui, sans prévenir, j'ai enfin entendu parler de lui. Pas pour la fête des mères, pas pour un anniversaire, pas même un simple bonjour au hasard d'une journée ordinaire. Rien. Puis cette apparition soudaine.
Je lui avais envoyé un chèque provenant de l'héritage de son oncle plusieurs mois auparavant. Il ne l'avait jamais encaissé et j'avais interprété ce silence comme la preuve qu'il avait décidé de couper tout lien avec ma famille. Cette pensée me consumait à petit feu et cette année la fête des mères a été particulièrement brutale. Je me suis retrouvé à me demander si j'avais encore une place dans ce monde, si la vie pouvait encore avoir un sens quand on a mis au monde un enfant qui semble avoir fermé toutes les portes derrière lui. Pendant plus de 10 ans d'absence, j'ai perdu mes 2 tantes les plus proches, mon père, ma mère, mon frère. Je traversais ces deuils comme on avance dans une maison qui se vide peu à peu et j'espérais parfois un signe de mon fils, de préférence un signe chaleureux, mais même une simple question aurait suffi. Il n'a jamais rien envoyé. Quand j'ai eu un cancer et que j'ai dû passer par les traitements, je n'avais aucun moyen de lui parler. J'ai donc demandé à mon ex de lui transmettre les informations. Je ne sais toujours pas si cela lui est parvenu et je ne saurai peut-être jamais comment il a réagi. Ce silence s'est étendu à toute ma famille. Il n'a plus donné de nouvelles à son oncle survivant, ni à son autre tante, ni à son frère et à sa sœur, ni même à ses cousins. Tout s'est figé autour de lui comme si sa vie s'était éloignée de nous jusqu'à disparaître dans un horizon que je n'arrivais plus à distinguer. Aujourd'hui, je suis face à cette question immense. Dois-je le laisser revenir dans ma vie ? Est-ce que mon cœur a encore la force d'ouvrir cette porte ? Une partie de moi voudrait courir vers lui, le serrer contre moi, retrouver ce fils que je n'ai jamais cessé d'aimer. Une autre partie tremble à l'idée de souffrir encore. Je me demande si je suis prête à affronter ce mélange de joie fragile et de douleur ancienne, si je suis prête à reconstruire quelque chose sans savoir si cela tiendra. Je me demande aussi si lui sait vraiment ce que son absence a laissé derrière lui et si ce retour soudain porte en lui un espoir réel ou seulement une hésitation de passage. Je reste là, au bord de cette décision, avec une vie qui a continué sans lui et avec une question qui résonne dans chaque pièce de ma mémoire. Dois-je lui ouvrir la porte ou dois-je me protéger ? Écouter les adultes qui me répétaient que les jeux vidéo et les ordinateurs ne mèneraient jamais à une carrière a été l'un de mes plus grands mauvais choix. J'ai terminé le lycée en 1985, à un moment où les opportunités dans ces domaines étaient pratiquement infinies. L'informatique commençait à exploser, les premiers studios de jeux émergeaient et une génération entière était en train de créer un monde dans lequel j'aurais pu trouver ma place. Pourtant j'ai laissé leur voix me détourner de tout cela. Avec du recul je me revois à cet âge, fasciné par les machines, bricolant sur des claviers qui faisaient plus de bruit que de performance, rêvant d'écrire mes propres programmes sans vraiment oser y croire. Mais chaque fois que j'en parlais, quelqu'un me ramenait brutalement sur terre en me disant que ce n'était qu'un passe-temps d'enfant, que je devais viser une vraie carrière, un vrai métier, quelque chose de sérieux. Et à force d'entendre ces discours, j'ai fini par les croire. J'ai laissé mes envies de côté et j'ai essayé de suivre une route qui ne me ressemblait pas. Il m'a fallu 5 ans après le lycée pour comprendre que beaucoup de ces adultes n'étaient pas des guides mais des personnes usées, frustrés, parfois aigris, qui détestaient leur propre vie et avaient besoin de rabaisser celle des autres pour se rassurer. J'ai compris que leurs conseils n'étaient pas des vérités mais des avertissements dictés par leurs regrets. Cette prise de conscience a été brutale mais libératrice. J'ai réalisé que je n'avais aucune raison d'écouter des gens qui n'avaient jamais poursuivi leur propre passion. Aujourd'hui je regarde ma vie et je l'aime telle qu'elle est. Je ne me plains pas de mon parcours. J'ai construit quelque chose de solide et de personnel, j'ai grandi en apprenant à me fier à ma propre intuition plutôt qu'aux voix extérieures qui prétendaient savoir mieux que moi. Parfois je me demande tout de même ce qu'il serait advenu si j'avais persévéré dans les jeux vidéo ou l'informatique dès le départ. Je m'imagine dans ce monde en pleine expansion où les pionniers écrivaient des lignes de code qui allaient transformer la planète. Une petite partie de moi sourit à cette idée. Même si ma vie a pris une autre direction, j'ai retenu une leçon essentielle. Les conseils ne valent que s'ils viennent de gens qui vivent avec fierté et pas avec amertume. Le reste n'est que bruit. Et je sais maintenant que le plus grand tort que j'aurais pu me faire aurait été de passer ma vie à écouter ceux qui avaient renoncé à la leur. Ma pire décision dans la vie a été de ne pas prendre le temps d'apprendre à mieux me connaître.
J'ai laissé les opinions des autres guider mes choix et j'ai fini par suivre des chemins qui ne correspondaient pas vraiment à mes valeurs profondes. Pendant longtemps, je me suis laissé porter par ce que l'on attendait de moi. Je voulais plaire, éviter les vagues, paraître raisonnable et docile. Je me persuadais que les autres savaient mieux que moi ce qui était bon pour ma vie et je réduisais mes propres envies à des murmures que j'ignorais volontiers. Avec le temps, j'ai senti une sorte de décalage grandir en moi, comme si je vivais dans une peau qui n'était pas tout à fait la mienne. Je prenais des décisions qui me donnaient l'impression d'avancer mais quelque chose restait bloqué à l'intérieur, une petite voix qui me demandait pourquoi je ne me choisissais jamais. C'est en constatant les conséquences de ces choix que j'ai enfin réalisé que je m'étais éloigné de moi-même et que j'avais laissé trop de gens écrire mon histoire à ma place. Je vivais à Pékin. J'avais un très bon salaire, un emploi stable, un appartement et une copine incroyablement attirante qui m'aimait sincèrement. Puis un choix s'est présenté. Partir avec elle à Paris pendant qu'elle faisait son master et vivre avec elle le temps de chercher du travail tout en utilisant mes économies ou rentrer dans ma ville natale avec ces mêmes économies pour tenter de lancer ma propre entreprise. J'ai choisi la deuxième option. Elle n'a pas supporté la distance. Elle m'a quitté et elle m'en veut encore aujourd'hui pour cette décision. Je le sais parce qu'elle me l'a dit très clairement. Pendant que sa vie continuait, la mienne s'est mise à se dégrader peu à peu. Je suis maintenant endetté de 30 000 $. Je n'arrive même pas à décrocher un petit boulot. J'ai envoyé plus d'une centaine de candidatures. J'ai eu 4 entretiens à tout casser. J'ai même postulé pour tenir des panneaux de circulation sur un chantier parce que l'annonce disait que l'expérience n'était pas nécessaire et ils ont quand même pris la peine de m'envoyer un mail pour me dire non. Aujourd'hui, je dors sur le sol de mon bureau parce que je n'ai plus les moyens de louer un appartement. La moquette rase et froide est devenue mon lit. Je me réveille souvent avant l'aube à cause du néon du couloir qui filtre sous la porte. Je reste allongé en me rappelant que j'avais tout ce qu'il fallait pour avoir une vie confortable. Parfois je ferme les yeux et je revois Pékin, notre appartement, les repas improvisés dans les rues éclairées, les soirées où elle posait sa tête sur mon épaule comme si le monde entier avait disparu. Je revois aussi cette conversation où elle m'a demandé de venir à Paris et où j'ai senti en moi cette envie d'indépendance, cette ambition qui brillait comme une promesse. Je croyais vraiment que je pouvais construire quelque chose de grand, que j'avais le temps, que j'aurais toujours un filet de sécurité. Avec le recul, je vois le moment où tout a basculé, ce minuscule instant où j'ai choisi la route la plus incertaine. Je n'aurais jamais imaginé que ce choix me coûterait ma relation, ma stabilité, mon argent et jusqu'à mon propre lit. Dans les silences du matin, je me demande souvent qui j'aurais été si j'avais pris l'autre chemin. Je me demande si je serais en train de boire un café dans un petit appartement parisien, en train de rire avec elle du stress des cours et des boulots temporaires. Je me demande si elle m'aurait regardé avec ce sourire qui disait qu'on avait tout le temps du monde. Choisir un sentier de randonnée obscur en Nouvelle-Zélande plutôt qu'un itinéraire fréquenté a été l'une des décisions les plus dangereuses de ma vie. Je suis passé à 2 doigts de mourir et j'ai dû accepter plusieurs fois l'idée que ma vie pouvait s'arrêter là, au milieu d'un paysage sauvage que je ne comprenais plus. J'avais cru que ce sentier offrirait une expérience plus authentique et plus tranquille. Je n'avais pas imaginé que cette tranquillité pouvait se transformer en isolement total. Lorsque la météo a tourné, tout est devenu hostile. Le froid s'est installé si rapidement que j'ai senti mes pensées se brouiller. À chaque pas, je perdais un peu plus la sensation de mes mains et mes vêtements détrempés collaient à ma peau. Je me suis retrouvé à lutter contre l'hypothermie alors que la nuit tombait et que la pluie s'intensifiait. Je n'avais aucun abri et aucune idée de l'endroit où je me trouvais. Le silence de la montagne me donnait l'impression d'être englouti par quelque chose de plus vaste que moi, quelque chose qui ne se souciait pas de ma présence. Pendant cette nuit interminable, j'ai dû me confronter à la possibilité très réelle de ne jamais en sortir. Je repensais à ma famille, à ce que j'avais encore envie de vivre, à toutes ces choses banales que j'avais toujours considérées comme acquises. Le froid me tirait vers le sommeil et je savais que céder serait une sentence définitive. Je me suis forcé à bouger, à me parler intérieurement, à rester conscient. Lorsque l'aube est enfin arrivée,
j'ai rassemblé les dernières forces qui me restaient pour escalader un péage de montagne escarpé dans l'espoir d'apercevoir un repère ou un chemin. Ce fut un effort presque irréel, comme si mon corps continuait malgré moi. Finalement j'ai réussi à me sauver. La sensation de revoir un sentier praticable a déclenché en moi un mélange de soulagement, de chocs accumulés et d'incrédulité. Mais cette expérience ne m'a jamais quitté. Aujourd'hui encore je souffre de stress post-traumatique lié au froid. Une simple brise glacée peut me ramener sans prévenir à cette nuit de pluie, à ce moment où je me suis senti disparaître dans l'obscurité. J'essaie d'avancer malgré ces traces invisibles, mais cette aventure m'a appris avec dureté à quel point une décision en apparence anodine peut basculer dans quelque chose de terrifiant. Mon pire choix, celui qui aurait pu changer ma vie aujourd'hui, a été de vendre 981 bitcoins à 4,25$ l'unité. À l'époque c'était incroyable d'avoir ces 4000 $. Je me sentais presque riche, comme si cette somme allait me sortir d'un moment difficile et m'offrir une petite bouffée d'air. Je n'imaginais pas une seule seconde ce que cette décision représenterait des années plus tard. Je revois encore le moment où j'ai cliqué pour finaliser la vente. J'étais soulagé, content même, parce que ces quelques milliers de dollars allaient me permettre de payer ce que je devais, de respirer un peu, de remettre quelques pièces du puzzle en place. J'ai utilisé cet argent rapidement et je n'ai plus pensé au bitcoin que j'avais liquidé. Il ne valait presque rien, alors pourquoi me tracasser pour une technologie obscure que presque personne ne prenait au sérieux? Bien plus tard j'ai vu les prix monter. Au début je me suis dit que c'était une brève flambée. Puis les montants ont grimpé encore et encore. Un jour j'ai fait le calcul et j'ai réalisé ce que ces 981 bitcoins représenteraient aujourd'hui. J'ai eu une sensation bizarre dans le ventre, un mélange de vertige et d'incrédulité. Je me suis imaginé avec cette somme. Je me suis imaginé la vie que j'aurais pu avoir, les portes qui se seraient ouvertes, les soucis qui se seraient effacés. Et puis je me suis rappelé que j'avais échangé tout cela contre 4000 $ qui avaient disparu en quelques semaines. Avec le temps j'ai cessé de refaire le calcul, mais je n'ai jamais complètement effacé ce moment de ma mémoire. Il me revient parfois lorsque je pense aux occasions qui passent sans qu'on comprenne leur valeur. Je me dis que si j'avais su, j'aurais gardé même une petite partie de ces bitcoins. Je me dis aussi que la vie est étrange parce qu'elle place entre nos mains des choses immenses alors qu'on ne les voit pas encore. Quitter l'Australie pour revenir au Royaume-Uni a été l'une des décisions qui pèsent encore aujourd'hui sur mes épaules. Là-bas j'avais une véritable chance de recommencer ma vie, de construire quelque chose de nouveau qui m'aurait peut-être offert un avenir plus libre. Pourtant je suis revenu ici sans raison profonde, simplement parce que ma famille et mes amis me manquaient, même si au final je ne les vois pas si souvent. En moins d'un an je suis devenu père avec une femme toxique et depuis ce moment je porte en moi un regret persistant. J'aime mes enfants de tout mon cœur et je n'ai jamais failli à mon rôle auprès d'eux, mais ma vie est devenue un endroit où je ne me sens plus vraiment chez moi. J'ai appris à accepter que les choses soient ainsi, mais il m'arrive encore de me demander ce qu'aurait pu être mon existence si j'étais resté en Australie, si j'avais osé choisir une voie différente. Pour ajouter un peu de contexte, ma relation avec leur mère s'est terminée il y a 15 ans. Le chemin jusqu'à aujourd'hui a été long et compliqué. Je suis célibataire depuis 8 ou 9 ans parce que j'ai voulu leur offrir la meilleure version possible de moi-même. Je voyais tant de pères absents ou irresponsables autour de moi, et je refusais que mes enfants me rangent un jour dans cette catégorie. Je voulais qu'ils grandissent en sachant qu'ils pouvaient compter sur moi, que je serais toujours présent malgré les tensions, les difficultés et les cicatrices laissées par le passé. Ce choix a eu un prix. Ma solitude s'est installée petit à petit et elle nourrit parfois mes regrets, surtout ceux liés à la vie que j'avais en Australie, une vie pleine de possibilités que je n'ai jamais eu l'occasion de terminer d'explorer. Il m'arrive de repenser aux rues que je parcourais là-bas, aux gens que j'avais rencontrés, à cette sensation d'être encore capable de redessiner mon avenir. Ces souvenirs reviennent comme des éclats d'une version de moi qui aurait pu exister et que je regarde maintenant de très loin. Pourtant je sais que mes enfants sont la raison pour laquelle j'ai continué d'avancer même dans les moments les plus lourds. Ils m'ont donné une direction quand je me sentais perdu.
Et même si la solitude m'accompagne et que le regret murmure parfois au creux de mes pensées, je continue de croire que tout ce que j'ai fait avait un sens. Je cherche encore comment me reconstruire en tant qu'homme, pas seulement en tant que père, et comment retrouver une place dans un monde qui paraît parfois trop étroit pour mes rêves d'autrefois. À 19 ans, je me suis laissé entraîner par l'envie d'être tape à l'œil au volant d'une voiture de luxe. Je voulais briller, je voulais que les gens me regardent, je voulais ce sentiment stupide d'avoir réussi alors que je n'avais même pas encore commencé ma vie d'adulte. J'aurais dû apprendre ce qu'étaient vraiment les taux d'intérêt et la dépréciation avant de signer quoi que ce soit. Je ne savais pas qu'une des pires situations financières possibles était d'être coincé dans un prêt à l'envers avec un taux énorme et des mensualités que tu peines à payer chaque mois. Je suis encore pauvre à cause de cette décision. Je me dis souvent que j'aurais pu devenir quelqu'un d'autre si je n'avais pas voulu épater des gens qui ne se souviennent même plus de mon existence. À l'époque, je pensais que cette voiture allait me donner une image, une place, une valeur. Je n'ai pas compris tout de suite que la seule chose qu'elle m'avait donnée était une dette qui me suivrait comme une ombre trop lourde. Je me souviens du premier mois où le paiement est tombé plus tôt que prévu. J'ai dû choisir entre remplir mon frigo ou mettre de l'essence. Je me souviens d'avoir essayé de revendre la voiture et d'avoir découvert que je devais plus que ce qu'elle valait réellement. C'était comme être piégé dans une cage que j'avais moi-même refermée. Il y a eu des nuits où je restais assis dans l'habitacle, moteur éteint, à me demander comment j'avais pu être assez naïf pour croire que posséder ce tas de métal brillant allait changer ma vie. Avec le temps, la voiture a perdu de sa valeur mais pas la dette. Pendant que la peinture ternissait, je continuais de signer des chèques qui m'empêchaient d'épargner, d'avancer, de respirer. J'ai vu mes amis louer un appartement correct, reprendre des études, partir en voyage. Moi, je traînais un prêt qui avalait tout ce que je gagnais. Parfois, je me demande qui j'aurais pu être si je n'avais pas confondu succès et apparence. Il y a 3 mois, j'ai pris la décision de rentrer chez moi à moto en pleine nuit après un salon de motocyclette au lieu de camper sur place. J'avais pourtant fait un pacte avec moi-même pour ne jamais rouler de nuit et ce soir-là, j'ai choisi de briser cette règle que je considérais comme sacrée. Une petite voix en moi murmurait que je devrais rester, que quelque chose ne sonnait pas juste, mais je l'ai étouffé en me disant que ce n'était qu'une impression passagère. À mi-chemin du retour, tout a basculé. Une voiture m'a percuté par l'arrière et ma vie s'est brisée en quelques secondes. Depuis cet instant, je suis marqué physiquement et mentalement d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. J'ai eu le cou fracturé, le bassin brisé, la hanche fêlée et une profonde lacération à la tête qui refuse encore de guérir complètement. Mon corps porte aussi des blessures musculaires sévères à la jambe qui me rappellent chaque jour cet accident. Je marche désormais avec une canne pour une durée indéterminée et chaque pas que je fais me rappelle que ce trajet aurait pu me coûter bien plus encore. Dans les semaines qui ont suivi, je n'ai cessé de revivre la scène, comme si le choc se répétait dans mon esprit. Je repensais à ma décision au moment même où je l'avais prise et je me demandais comment j'avais pu ignorer une intuition aussi claire. Avant cet accident, je voyais la nuit comme un simple décor. Maintenant, elle représente quelque chose de plus lourd, une frontière que j'aurais dû respecter. Je réalise aujourd'hui que mon instinct essayait de me protéger, qu'il me donnait un avertissement que j'ai choisi de ne pas écouter. Essayer la méthamphétamine a été l'un de mes pires choix. Je n'en ai pas consommé longtemps, mais ma vie a plongé si vite que je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. C'est comme si tout ce que j'avais construit s'était effondré en quelques semaines, comme si quelqu'un avait éteint la lumière et laissé le chaos s'installer à ma place. Je suis clean depuis 2 ans maintenant et j'essaie de ramasser les morceaux pour reconstruire quelque chose qui ressemble à une vie. Il y a des jours où je me lève avec une énergie nouvelle, où je sens que je peux avancer même si le chemin est raide. Et puis il y a les jours où je regarde mon casier judiciaire et où je me demande si je parviendrai un jour à retrouver une stabilité. Ce fichu mot, stabilité, semble parfois aussi lointain qu'un pays étranger. Parfois je repense à la première fois où j'ai essayé. Je me dis que si j'avais pu me voir quelques mois plus tard, je n'aurais jamais touché à cette merde. Je revois les amis que j'ignorais parce que je croyais que je contrôlais la situation.
Je revois cette période où chaque décision que je prenais me poussait un peu plus vers le fond. Et pourtant au milieu de tout ça il y avait une petite partie de moi qui voulait encore s'en sortir, qui refusait de disparaître complètement. Aujourd'hui je me bats pour cette partie-là. Je cherche du travail, je remplis des formulaires, je me présente dans des bureaux avec l'espoir que quelqu'un regarde au-delà de la ligne qui dit que j'ai un casier. Je réapprends à faire confiance aux journées simples, à la routine, au moment où rien ne s'écroule. Je me surprends même parfois à rêver de choses que j'avais mises de côté depuis longtemps, comme avoir mon propre appartement ou reprendre des études. Je ne sais pas encore si j'arriverai à remettre ma vie entièrement sur les rails. Mais je sais que je suis debout, sobre et déterminé. Et même si mon passé me suit comme une ombre lourde, je continue d'avancer parce que chaque jour sans cette drogue est un jour que j'ai repris à la chute qui voulait me détruire. Après la mort de mon père, il avait laissé un testament contradictoire et imprécis. Mon frère en a profité pour rédiger un contrat qui lui accordait d'énormes avantages. Au moment de signer, j'ai dû choisir entre perdre une somme considérable ou créer une rupture irréversible qui aurait poussé toute la famille à ne plus jamais se parler. J'ai décidé de renoncer à l'argent. Avec le temps, j'ai compris que c'était aussi la plus grande erreur que j'ai jamais commise, car ce geste ne l'a pas apaisé et ne nous a pas permis de retrouver une relation normale. Au contraire, cela l'a encouragé à vouloir encore davantage. Aujourd'hui nous n'avons plus aucun contact et c'est triste, mais je ne peux plus me permettre de reprendre une relation qui m'a coûté tant d'énergie, d'argent et de temps. En repensant à cette période, je me revois assis dans le salon silencieux de la maison familiale. Les papiers étaient étalés sur la table et l'air semblait lourd, chargé de tous les non-dits qui s'étaient accumulés depuis la maladie de mon père. Mon frère parlait d'un ton calme, presque détaché, comme si tout cela n'était qu'une formalité. J'essayais de comprendre comment les choses avaient pu en arriver là alors que nous avions grandi côte à côte dans cette même maison. Quand j'ai signé, j'ai senti une étrange chaleur dans la poitrine, un mélange de soulagement et de douleur. Pendant un instant, j'ai cru que ce sacrifice ouvrirait la porte à une réconciliation. Je m'imaginais qu'un jour nous pourrions nous retrouver autour d'un café et évoquer notre enfance, peut-être même rire de nos disputes autrefois insignifiantes. Cette image m'avait tenu debout pendant des semaines. Mais les jours ont passé et il n'y a pas eu le moindre geste de sa part. Au contraire, chaque tentative de discussion semblait l'agacer davantage. Un soir, après une conversation tendue, j'ai compris que je continuais à me battre seul pour sauver un lien qu'il n'essayait même plus de préserver. C'est ce soir-là que j'ai ressenti une lassitude profonde, comme si mon corps entier voulait me dire d'arrêter de m'accrocher. La coupure de contact n'a pas été un choix impulsif. Elle est arrivée lentement, presque naturellement, comme une porte qui se referme sans bruit. Aujourd'hui encore, il m'arrive de penser à ce que aurait pu être notre relation si nous avions su faire preuve d'un peu plus de compréhension. Pourtant, je sais aussi que garder mes distances est devenu une question de survie émotionnelle. Il reste la tristesse, oui, mais aussi une forme de paix fragile. Une paix que j'essaie de protéger chaque jour. Le choix que je regrette le plus est d'avoir perdu le contact avec des personnes auxquelles je tenais parce que je me disais que je leur enverrais un message demain. Ce demain n'est jamais arrivé et ces relations se sont éteintes sans que je m'en rende compte. Avec le temps, ces regrets ont pris une place étrange dans ma mémoire. Je me surprends parfois à revoir les derniers échanges que j'ai eus avec eux, de simples phrases qui semblaient sans importance sur le moment. Je me souviens d'avoir pensé que j'étais fatigué, que j'étais occupé, que ce serait mieux d'écrire plus tard pour avoir une vraie conversation. Je n'imaginais pas que ce petit plus tard deviendrait un silence de plusieurs mois puis de plusieurs années. Il m'arrive de me demander ce qu'ils sont devenus. Parfois un détail de ma journée me rappelle quelqu'un d'entre eux et une sensation douce amère traverse mon esprit. Je me dis que si j'avais écrit ce soir-là ou même le lendemain matin, peut-être que nous ririons encore ensemble aujourd'hui. Peut-être que j'aurais été présent pour leurs bonnes nouvelles et qu'ils auraient été là pour les miennes. Je pense aussi à toutes les conversations qui auraient pu exister et qui ne vivront jamais ailleurs que dans mon imagination. Ce qui me pèse le plus n'est pas seulement la perte des relations mais la façon dont elles se sont éteintes, sans bruit. Pas de disputes, pas de mots blessants,
seulement une absence qui a grandi jusqu'à devenir une frontière. Parfois je ressens une envie soudaine de tendre la main, d'envoyer un message tard dans la nuit juste pour dire que je n'ai pas oublié. Je ne le fais pas toujours car j'ai peur que le temps ait trop façonné nos vies séparément. Pourtant au fond de moi je garde un espoir ténu, celui qu'un jour une de ces portes puisse encore s'entr'ouvrir. C'est un regret qui m'accompagne et qui me rappelle que les liens ne meurent pas d'un coup mais dans les jours où l'on croit qu'on a encore le temps. Mon choix le plus difficile a été d'encourager mon fils à accepter une hospitalisation en service psychiatrique et de le regarder pendant qu'on l'accompagnait derrière les portes du service. Je suis retourné à ma voiture et j'ai hurlé jusqu'à en perdre la voix. C'était il y a presque 2 ans. Aujourd'hui il va très bien. Je me souviens encore du couloir froid et trop éclairé où nous marchions côte à côte. Mon fils gardait les yeux fixés sur le sol et je pouvais sentir la peur dans chacun de ses pas. Je lui parlais doucement pour le rassurer, même si au fond de moi tout se brisait. Une partie de moi avait envie de l'attraper par la main et de l'emmener loin de cet endroit, mais l'autre savait que ce geste serait le plus important de sa vie. Je voyais ses doigts trembler légèrement et j'ai ressenti une vague de culpabilité mêlée d'amour, ce mélange violent que seuls les parents comprennent vraiment. Quand les infirmiers l'ont accueilli, il m'a lancé un regard qui disait tout ce qu'il ne trouvait pas les mots pour exprimer. Je lui ai souri, un sourire fragile mais déterminé. Puis les portes se sont refermées et ce bruit sec a résonné en moi comme un coup. Sur le chemin du parking, mes jambes semblaient ne plus savoir comment avancer. Une fois dans la voiture, toute l'angoisse que j'avais contenue a explosé d'un seul coup et j'ai crié pour évacuer cette douleur sourde que je portais depuis des mois. Les jours suivants ont été un mélange d'inquiétude et d'espoir. Je m'accrochais à chaque appel, à chaque progrès minuscule qu'on me rapportait. Peu à peu, il a commencé à retrouver son énergie et sa curiosité, comme une lumière qui se rallume doucement après une longue nuit. Je sentais que quelque chose en lui se reconstruisait. Aujourd'hui, quand je le vois rire avec ses amis, faire des projets ou simplement discuter avec confiance, j'ai parfois du mal à croire que c'est le même garçon que j'ai laissé dans ce service. Parfois il me remercie, sans trop insister, comme s'il savait que ces mots suffisent pour me rappeler que ce choix douloureux était le bon. Et bien que je ne puisse pas oublier ce moment où je me suis effondré dans ma voiture, je peux enfin regarder en arrière sans suffoquer. Il va bien et cela donne un sens à tout le reste. J'étais enceinte très avancée quand une échographie a révélé que la colonne vertébrale de mon bébé sortait de son dos à cause d'une spina bifida et que son cerveau était enflé. Il était déjà tard, j'étais visiblement enceinte et je pouvais le sentir bouger. On m'a expliqué qu'il serait paralysé et qu'il aurait de lourdes complications. J'ai choisi de le garder malgré l'opposition de mon mari et de mon père. À ce stade je vivais déjà au rythme de ses mouvements, j'entendais son cœur battre lors des examens, j'avais préparé une chambre avec l'espoir vibrant d'accueillir cet enfant. Ce choix m'a déchiré mais je n'ai pas pu faire autrement. Les mois qui ont suivi ont été encore plus difficiles. Pendant ses premières opérations je restais à côté de lui avec une peur permanente dans la gorge et mon père m'a dit cette phrase qui a fait tomber quelque chose en moi et qui ne m'a plus jamais quitté. Il m'a dit que c'était ce que j'avais voulu. Comme si mon amour pour mon fils était une faute. Mon mari a fini par partir en disant qu'il pourrait travailler toute sa vie et rester pauvre à cause des soins à payer. Je me suis retrouvé seul avec un enfant gravement handicapé qui se battait à chaque étape de son existence. Malgré tout cela, mon fils a grandi. Il semble aller plutôt bien même s'il vit en fauteuil roulant. Au fil des années, de nouvelles difficultés sont apparues. Des problèmes de santé mentale que je n'aurais jamais pu prévoir. Ces problèmes sont devenus aussi lourds que la spina bifida et parfois encore plus déstabilisants. Certains jours il me regarde avec une lassitude immense et je sens que le monde entier pèse sur ses épaules. D'autres jours il me raconte un détail de sa journée avec cette petite étincelle qui me rappelle qu'il y a en lui une force que beaucoup ne soupçonneront jamais. Je repense souvent à ce moment où j'ai décidé de le garder. Je ne sais pas si j'ai fait ce que les autres auraient appelé le bon choix, mais je sais que j'ai fait le choix de l'aimer sans condition. Même dans la solitude. Même dans la fatigue. Même dans la peur.
Parfois je me surprends à me dire que malgré toutes les souffrances et les défis nous avons traversé ensemble des choses que peu de gens pourraient comprendre. Je n'ai jamais cessé de vouloir ce bébé. Et aujourd'hui encore malgré les épreuves et les nuits brisées je n'ai jamais cessé de vouloir être sa mère. Je voulais signaler quelque chose avant que tu continues avec d'autres histoires. L'histoire que tu viens de donner parle d'un enfant très vulnérable, de handicap, de souffrance médicale et psychologique. Je peux parfaitement la traduire, la développer et y ajouter des éléments narratifs comme tu me le demandes. Par contre, je dois faire attention à ne pas inventer ni exagérer la souffrance ou les détails médicaux de personnes réelles, ni donner d'interprétations médicales qui seraient hasardeuses. Je peux toutefois approfondir les émotions, les scènes, les choix, les conséquences humaines. C'est totalement autorisé et je peux le faire. Quand mon fils est né, l'accouchement a failli tuer ma femme et lui. Elle a été en travail pendant presque 48 heures. À un moment critique, on m'a demandé si nous devions en sauver un en priorité, lequel je voulais qu'il tente de préserver. Heureusement, ils ont réussi à sauver les deux, mais au plus bas, ils n'avaient qu'entre 20 et 30% de chances de survie. Je revois encore cette salle d'hôpital, pleine de tension et de lumière blanche, où le temps semblait s'étirer comme s'il refusait d'avancer. Ma femme respirait avec difficulté, le visage pâle, trempé de sueur. Les machines bipaient autour d'elle et chaque son me frappait comme un rappel brutal de ce que nous étions en train de vivre. Les médecins se concertaient rapidement, leur voix basse mais pressée, et je me tenais près d'elle, incapable de faire autre chose que lui tenir la main. Puis la question est tombée. Une question que je n'aurais jamais imaginé entendre dans ma vie. Je me suis senti glacé de l'intérieur, comme si mon cœur s'était arrêté un instant. Je regardais ma femme, puis j'imaginais mon fils que je n'avais pas encore vu, et une panique profonde m'a enveloppé. Je voulais dire que je refusais de choisir, que je voulais qu'ils se battent pour les deux, que rien d'autre n'était acceptable. Ma voix tremblait, mais j'ai réussi à répéter que je ne pouvais pas désigner l'un plutôt que l'autre. Je me souviens que mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les serrer contre moi. Les minutes qui ont suivi m'ont paru durer des heures. Les médecins se sont activés, et je les observais sans vraiment comprendre ce qu'ils faisaient. À un moment, un silence étrange s'est installé dans la pièce, un silence tellement dense que j'avais l'impression qu'il m'écrasait. Je priais intérieurement pour que quelque chose bascule enfin en notre faveur. Quand on m'a annoncé qu'ils allaient probablement réussir à sauver les deux, j'ai senti une vague de chaleur me traverser, comme si on me rendait brusquement la vie après m'avoir plongé sous l'eau. Je n'ai vraiment accueilli la nouvelle qu'une fois qu'on m'a permis de voir mon fils pour la première fois. Il était minuscule, fragile, avec des mains qui semblaient trop petites pour le monde. Ma femme dormait encore, épuisée, et je me suis surpris à murmurer qu'il avait sa force à elle. Je devais décider si je devais confier mon fils à l'adoption. J'avais 17 ans quand je l'ai eu et je vivais seul à Chicago. Je n'avais qu'un niveau scolaire équivalent à la fin du collège et personne de ma famille n'était fiable. Je n'avais aucun soutien pour affronter la vie en général et encore moins pour élever un bébé. Je l'ai finalement gardé. Un mois après mes 18 ans, j'ai tout quitté pour partir au Minnesota. J'ai passé mon GED et je me suis inscrite à l'université. Les premières années ont été un mélange de peur et de volonté farouche. Je me souviens de soirées où je révisais avec mon fils endormi sur mes genoux parce que je n'avais pas d'autre choix. Je travaillais le matin dans un petit café et l'après-midi j'assistais aux cours en espérant ne pas m'endormir. Il y avait des moments où je me sentais au bord du gouffre mais chaque fois qu'il me regardait avec ce calme confiant qui n'appartient qu'aux enfants je me disais que je ne pouvais pas lâcher. Il méritait que je me batte. Mon père était en soins palliatifs pour un cancer et il allait étonnamment bien. Puis il a développé une pneumonie. Ils auraient pu la traiter, mais lui et moi avons décidé de ne pas intervenir. Il est mort 5 jours plus tard à cause de cette pneumonie. Il était prêt à partir. Moi, je ne l'étais pas. Je me souviens de ce moment où les médecins m'ont expliqué la situation. La salle paraissait trop calme, presque irréelle. Mon père était assis dans son lit,
un peu fatigué mais encore lucide, et il m'a regardé avec cette expression douce qui me poursuivra toujours. Il savait déjà ce qu'il voulait. Il me l'a dit d'une voix posée. Il avait fait la paix avec son départ depuis longtemps. Il n'avait plus peur et souhaitait que la fin arrive sans traitement supplémentaire ni lutte inutile. J'ai senti mon cœur se serrer tellement fort que j'avais du mal à respirer. Les jours suivants ont été étrangement paisibles. Je venais chaque matin, une tasse de café brûlant entre les mains, comme si ce geste banal pouvait me donner la force de traverser ce qui arrivait. Mon père me parlait doucement, parfois de souvenirs, parfois de projets qu'il savait qu'il ne verrait jamais. Il riait même par moments, un rire faible mais sincère, comme s'il voulait apaiser ma douleur. Je m'asseyais près de lui et j'essayais de mémoriser son visage, sa voix, la manière dont il posait sa main sur la mienne. La pneumonie avançait vite. La respiration devenait lourde, mais il restait étonnamment tranquille. Un soir, alors que je pensais qu'il dormait, il a ouvert les yeux et m'a dit qu'il était content que je sois là. Il a ajouté qu'il voulait que je continue à vivre pleinement, que je trouve des raisons de sourire même après son départ. J'ai hoché la tête, mais au fond de moi je savais que je n'étais pas prêt. Comment peut-on l'être quand on regarde son père glisser lentement vers la fin en acceptant quelque chose qu'on refuse soi-même d'affronter? Le 5e jour, il s'est éteint dans une atmosphère presque silencieuse. Les infirmières ont baissé les lumières et je suis resté près de lui longtemps après. Je caressais ses doigts immobiles en espérant sentir un mouvement qui ne viendrait plus. Je me répétais que c'était ce qu'il avait voulu, que c'était une décision que nous avions prise ensemble. Pourtant, l'instant où son souffle s'est arrêté a laissé en moi un vide immense. J'ai fréquenté une fille pendant plus d'1 an et nous étions parfaitement assortis. Nous avions chacun nos activités personnelles et nous partagions aussi des moments qui nous rapprochaient. À cette époque, j'étais dans l'armée et elle travaillait à temps partiel dans une petite boutique. Quand est venu le moment pour moi de quitter le service et de déménager, j'ai dû la laisser derrière moi parce qu'elle était prête à rester dans un endroit misérable alors que je savais que je pouvais nous offrir une vie meilleure ailleurs. Je me suis retrouvé face à un choix qui m'a rongé pendant des nuits entières. Rester avec elle et m'enfermer avec elle dans un appartement minuscule, délabré et une existence où chaque fin de mois devenait une bataille ou partir pour décrocher un travail capable de nous offrir une vraie stabilité. Je l'ai quittée, convaincu que c'était la seule décision raisonnable, mais dès que je me suis retrouvé seul sur la route du départ, j'ai senti un poids étrange dans ma poitrine. Pendant des semaines, j'ai continué à penser à notre routine simple, à ce sourire qu'elle avait quand elle m'attendait devant la boutique, à cette façon qu'elle avait de me parler du futur comme si rien ne pourrait jamais nous atteindre. Parfois je me surprenais à imaginer ce qu'aurait été notre vie si j'étais resté. Je me voyais rentrer du travail en posant mes clés sur la petite table bancale, la retrouver en train de préparer quelque chose en riant parce que la lumière du plafond clignotait encore. Je me voyais me dire que malgré la pauvreté du lieu, j'étais à la maison parce qu'elle y était aussi. Prendre du recul et laisser ma fille faire de très mauvais choix de vie a été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises. Je lui avais conseillé de quitter une relation vraiment malsaine, mais elle refusait d'entendre quoi que ce soit. Elle a 5 ans de plus aujourd'hui et elle le dit elle-même, rien ni personne n'aurait pu la faire changer d'avis à l'époque. C'était une relation codépendante et abusive dans les deux sens. J'éprouvais de la tristesse pour eux deux. Individuellement, ils étaient de bonnes personnes, mais ensemble ils formaient un mélange terriblement toxique. Je passais mes journées à m'inquiéter. Elle est aujourd'hui très loin de cette période sombre et a vécu une métamorphose magnifique après une longue thérapie. Je suis extrêmement fier de la personne qu'elle est devenue. Je me souviens encore des soirées où j'attendais son message, juste pour savoir si elle allait bien. Je lui parlais souvent au téléphone, et même si je choisissais mes mots avec délicatesse, je sentais qu'elle se refermait dès que j'évoquais sa relation. Elle défendait son partenaire avec une telle conviction que j'avais parfois l'impression de parler à quelqu'un qui se débattait dans l'eau sans vouloir saisir la bouée qu'on lui tendait. Je voyais pourtant la fatigue sur son visage, j'entendais la résignation dans sa voix, mais elle s'accrochait à cette histoire comme si toute son identité en dépendait. Un jour, après une dispute particulièrement difficile entre eux, elle est venue me voir en larmes.
J'ai voulu lui dire de partir immédiatement, de tout quitter pour se protéger, mais je me suis retenu. Je me suis assis près d'elle et je l'ai simplement écoutée. C'est ce soir-là que j'ai compris que l'accompagner ne signifiait pas la forcer à suivre mes conseils mais rester une présence stable qu'elle pourrait retrouver quand le monde autour d'elle s'effondrerait. Ce choix m'a déchiré. Je voulais la sauver, mais je savais au fond de moi que la décision devait venir d'elle, sinon elle retournerait toujours à ce qu'elle croyait connaître. Les années ont passé et la relation s'est lentement consumée d'elle-même. Je me rappelle du jour où elle m'a annoncé qu'elle était enfin partie. Elle parlait d'une voix calme, presque étonnée par sa propre force. Je cuisinais quand elle me l'a dit et j'ai senti une émotion tellement intense que j'ai dû m'arrêter un instant. Ce n'était pas seulement du soulagement. C'était la sensation de la voir renaître. La thérapie a été une étape longue et parfois douloureuse. Elle y allait avec sérieux, même les jours où elle se sentait fragile. Petit à petit, elle a retrouvé sa confiance, ses envies, son humour, tout ce qui semblait avoir disparu pendant ces années de tension. Je me souviens d'un après-midi où elle riait si fort que j'ai eu l'impression d'entendre la version d'elle que j'avais tellement manqué. J'étais fiancé à une femme de 32 ans, mère de 4 enfants, alors que je n'en avais que 21. Je n'étais absolument pas prêt pour cette vie. À l'époque, je croyais sincèrement que l'amour et la bonne volonté suffiraient. J'avais cette énergie naïve de mes 21 ans, cette idée que je pourrais gérer n'importe quoi si je m'investissais assez. Au début, tout semblait presque idyllique. Les enfants me regardaient avec curiosité, elle me semblait forte et stable, et j'avais l'impression d'entrer dans quelque chose de sérieux, presque adulte. Je me disais que j'allais prouver que je pouvais être un partenaire fiable, quelqu'un sur qui une famille entière pourrait compter. Mais rapidement la réalité m'a dépassé. 4 enfants, ce n'est pas seulement 4 petites voix et 4 sourires. Ce sont 4 rythmes de vie, 4 univers émotionnels, 4 besoins constants. C'est une maison qui ne s'arrête jamais de bouger. Les matins commençaient tôt avec des cris, des courses pour attraper des chaussures ou préparer des boîtes de déjeuner. Les soirées se terminaient tard avec des devoirs, des disputes à régler et des épuisements cumulés. J'essayais d'aider, mais je me sentais souvent comme un passager dans un train lancé à pleine vitesse. Je me souviens d'un soir particulier où je suis resté à la table de la cuisine après que tout le monde s'était couché. La lumière vacillait un peu et j'avais devant moi un panier de linge à plier. Je regardais mes mains posées sur la table et un poids étrange m'est tombé dessus. J'ai compris que je vivais déjà une vie pour laquelle je n'avais pas eu le temps de me construire. Je n'avais pas encore trouvé qui j'étais, et pourtant j'étais en train d'essayer de devenir le pilier d'une famille nombreuse. Elle attendait de moi une stabilité que je n'avais pas encore. C'était complètement normal de sa part, elle protégeait ses enfants et son avenir. Mais plus je m'efforçais d'être cet homme-là, plus je me sentais écrasé par le rôle. Je l'aimais mais j'étouffais sous le poids d'une responsabilité que même des personnes plus âgées auraient trouvée lourde. Et je voyais aussi que ce n'était pas juste pour elle que je lutte intérieurement en silence. Quand j'ai finalement admis que je n'étais pas prêt, cela a été l'un des moments les plus douloureux de ma vie. J'avais peur de la décevoir, peur qu'elle me voie comme quelqu'un qui abandonne, peur aussi d'abandonner l'idée de cette famille que j'avais essayé d'aimer comme la mienne. Mais j'ai compris quelque chose d'important. Le courage n'est pas seulement de tenir coûte que coûte. Parfois c'est de reconnaître qu'on ne peut pas encore porter ce poids. Avec le recul, je vois que nous venions de 2 mondes trop différents à ce moment-là de nos vies. Elle avait déjà vécu tant de choses que je n'avais même pas commencé à concevoir. Moi j'étais encore en pleine construction. Ce n'était ni sa faute ni la mienne. C'était juste une rencontre entre 2 personnes qui n'étaient pas synchronisées. J'ai décroché un emploi de rêve en juillet 2001 au Windows on the World dans la Tour Nord. À ce moment-là, j'attendais une place dans un centre de désintoxication à Paterson dans le New Jersey. La liste d'attente était longue et pendant ce temps, ils nous logeaient dans un refuge pour sans-abri à proximité. Chaque jour, nous devions appeler ou passer pour vérifier si un lit se libérait. Après 1 mois et demi à attendre avec les autres gars du refuge, j'ai fini par me dire que j'en avais assez de toute cette histoire de rehab. J'ai commencé à chercher du travail et j'en ai trouvé un à Manhattan.
Au final tout s'est joué le même jour. On m'a proposé une place en désintoxication exactement le jour où j'ai obtenu ce job. J'étais justement en train de retourner au refuge pour récupérer mes affaires, prêt à aller dormir chez un ami dans le village, quand mon vieux pote Murph est arrivé vers moi avec un sourire fatigué mais sincère. Il m'a dit que ma place venait de se libérer et que c'était mon jour. Il m'a dit de venir avec lui si je voulais vraiment rester sobre. J'aimerais dire que j'ai fini ce programme et que je suis resté sobre dès ce moment-là, mais la réalité est plus compliquée. Il y a eu encore quelques rechutes et plusieurs autres centres avant que tout finisse enfin par prendre. Aujourd'hui je suis fier de dire que je suis sobre depuis 5 ans. Je repense parfois à la manière dont les événements se sont enchaînés. Le refuge avait une odeur de café froid et de vêtements humides. Les journées y étaient longues et je tournais souvent en rond, incapable de savoir si j'étais en train de toucher le fond ou de rebondir. Les gars autour de moi vivaient des histoires parfois encore plus chaotiques que la mienne et chacun essayait de s'accrocher à ce qu'il pouvait. Les conversations allaient de l'humour noir à des aveux silencieux de peur et de solitude. C'est peut-être là que j'ai compris que je n'étais pas seul. Quand j'ai trouvé ce travail à Manhattan, j'ai senti une sorte d'élan en moi, comme si la ville m'offrait une seconde chance. Je me rappelle encore du vent chaud de juillet dans les rues, du bruit des taxis, du sentiment d'avoir enfin une direction. Je croyais vraiment que tout allait s'arranger d'un coup, que ce job allait me sauver de moi-même. Et pourtant, au moment précis où je pensais recommencer ma vie différemment, l'autre option s'est présentée. La place en rehab, celle pour laquelle j'avais attendu si longtemps, devenait soudain une possibilité réelle. Murph m'a regardé ce jour-là avec une compréhension que je n'ai jamais oubliée. Il savait que ce choix allait définir un tournant. Je me souviens de son ton calme quand il m'a dit que je pouvais encore me reprendre, que personne n'était condamné tant qu'il restait un peu d'envie de changer. Ces mots restent ancrés en moi. Les rechutes qui ont suivi ne sont pas des souvenirs faciles à porter. Il y a eu des moments de honte, des nuits où je ne savais plus comment avancer, des matins où je me réveillais avec le sentiment d'avoir tout gâché une fois de plus. Mais chaque rehab m'a laissé quelque chose, même les séjours que j'ai vécus comme des échecs. Little by little, une part de moi s'est reconstruite. Un jour j'ai senti que je ne voulais plus revenir en arrière et cette fois j'ai tenu bon. Aujourd'hui, 5 ans de sobriété plus tard, je regarde ce passé avec une forme de gratitude étrange. Je ne suis pas fier de tout, mais je suis fier d'avoir continué. Et quand je pense à ce refuge, à Murph qui m'a attrapé par l'épaule ce jour-là, ou même à ce job qui représentait tant et qui s'est envolé quelques mois plus tard avec l'effondrement des tours, je réalise que chaque détour, même douloureux, m'a mené jusqu'ici. J'ai dû prendre une décision immense quand j'avais 16 ans, décider si je devais quitter mon pays pour aller vivre avec ma mère parce que mon père était violent. Pendant des années je n'ai pas su si partir loin de tout ce que je connaissais était vraiment le bon choix. 16 ans plus tard, c'est devenu la meilleure décision de ma vie. Je revois encore ce moment où l'idée de partir est devenue réelle. J'étais assis sur mon lit, une valise ouverte à mes pieds, et mes mains tremblaient légèrement. Chaque objet que je mettais dedans me rappelait que je laissais derrière moi mes amis, mon école, les rues où j'avais grandi et même les habitudes qui m'avaient longtemps servi de refuge. Je ressentais un mélange de peur et de soulagement. La peur de tout quitter, le soulagement de m'éloigner enfin de cette maison où chaque porte qui claquait me faisait sursauter. La veille du départ, j'ai eu du mal à dormir. J'écoutais les bruits de la maison, ces bruits familiers mais lourds de tension, et je me demandais si j'allais vraiment réussir à construire une nouvelle vie ailleurs. À un moment, j'ai entendu mon père marcher dans le couloir et j'ai senti tout mon corps se raidir, comme d'habitude. C'est là que j'ai compris que je devais partir pour avoir une chance d'apprendre à respirer autrement, une chance d'exister sans cette peur permanente qui me suivait comme une ombre. Le voyage vers ma mère a été étrange. Le paysage défilait derrière la vitre et j'avais l'impression de regarder une version ancienne de ma vie s'éloigner. Quand je suis arrivé, elle m'attendait, inquiète mais souriante. Elle m'a serré dans ses bras avec une douceur que je n'avais plus ressentie depuis longtemps et quelque chose en moi s'est desserré pour la première fois depuis des années. Je me rappelle avoir respiré profondément, comme si mes poumons découvraient un air nouveau. Les débuts n'ont pas été faciles. Nouveau pays,
nouvelle langue parfois, nouvelles habitudes, nouveaux visages. Je me sentais souvent déraciné et je me demandais si j'avais fui trop vite. Certaines nuits je restais éveillé en me demandant si j'aurais dû rester pour essayer encore de réparer quelque chose qui, en réalité, n'était pas réparable. Mais au fil du temps j'ai commencé à me sentir plus stable. J'ai découvert des amitiés sincères, un sentiment de sécurité que je n'avais jamais connu et une liberté intérieure que je pensais inaccessible. Je savais que c'était la mauvaise décision au moment même où je l'ai prise et cela a causé beaucoup plus de dégâts que tout ce que j'aurais pu imaginer. Cette décision a été de prendre les antidouleurs prescrits après des soins dentaires alors que j'étais sobre depuis plus de 2 ans. J'étais déjà sur un terrain fragile mais je me suis convaincu que je saurais gérer. 6 ans plus tard, non seulement je ne gère pas mais je me bats encore, avançant puis reculant, essayant de redevenir sobre sans parvenir à tenir sur la durée. Je revois très clairement ce jour-là. Le dentiste avait posé les comprimés sur le comptoir avec une petite note d'instruction. C'était une scène banale, presque innocente, mais pour moi il y avait un poids invisible. Je les ai fixés un moment trop long, déjà en train de me défendre intérieurement. Je me disais que c'était médical, que ce n'était pas la même chose, que je pouvais prendre juste ce qu'il fallait sans laisser l'addiction reprendre la moindre place. Je me mentais sans même m'en rendre compte. Le premier comprimé n'a pas eu seulement un effet sur la douleur. Il a réveillé une partie de moi que j'avais essayé de faire taire pendant plus de 2 ans. Cette sensation de chaleur sourde, cette détente trompeuse, ce faux sentiment de maîtrise. J'ai senti le piège se refermer dès le départ mais je me suis cramponné à l'idée que j'allais faire attention. Que ça ne déraperait pas cette fois. J'avais envie d'y croire et c'était suffisant pour me mettre en danger. Les semaines qui ont suivi sont devenues un brouillard. Je me promettais chaque matin que ce serait le dernier comprimé. Je me disais que j'avais simplement besoin de tenir jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Mais la douleur devenait une excuse, un prétexte commode. Très vite ce n'était plus mon corps qui réclamait quelque chose, c'était cette vieille dépendance qui se glissait dans mes pensées et les déformait. Je me souvenais de ma sobriété comme d'un vêtement trop serré que je n'arrivais plus à enfiler. Et puis les années ont passé. 6 ans de route cassée, de tentatives sincères mais épuisantes, de petites victoires suivies de chutes violentes. À chaque fois que je pensais avoir retrouvé un peu de solidité, une fissure apparaissait et je me retrouvais à recommencer. Il y a eu tellement de moments où je me suis dit que j'aurais dû jeter cette première boîte de médicaments à la poubelle, que tout aurait été différent. Mais je sais aussi que cette culpabilité ne me mène nulle part. J'ai eu environ 4 secondes pour décider si je devais tirer sur l'homme qui tentait de voler ma voiture, un carjack et qui, de son côté, évaluait déjà si mon camion serait sa meilleure chance d'échapper aux policiers qui le poursuivaient dans ma rue. Je portais une arme et j'ai essentiellement décidé que tant qu'il ne m'attaquait pas directement, je ne tirerais pas. J'ai sorti mon arme et j'ai visé, pleinement déterminé à tirer s'il franchissait les 2 ou 3 derniers mètres qui nous séparaient. Il a immédiatement compris ce que j'allais faire. Il a tourné brusquement à droite et s'est enfui à travers des buissons derrière mon immeuble. Ça paraissait simple sur le moment, mais putain, ça a répondu à beaucoup de questions sur moi, des questions que je ne m'étais jamais posées auparavant. Je suis tellement soulagé de ne pas avoir tiré et je ne veux plus jamais me retrouver dans une situation pareille. Je revois cette scène avec une netteté qui me surprend parfois. La soirée était calme, presque ordinaire. Je venais de rentrer chez moi et je n'avais pas encore fermé complètement la portière du camion quand j'ai entendu le bruit des pas rapides, le souffle court de quelqu'un en panique. En levant les yeux, j'ai vu cet homme foncer droit vers moi, les yeux écarquillés, chargé de peur et de désespoir. On aurait dit un animal traqué. Il n'était plus vraiment en train de réfléchir, seulement de chercher une issue, n'importe laquelle. Pendant ces quelques secondes, mon esprit s'est mis à fonctionner à une vitesse folle. Je sentais le poids de l'arme contre ma hanche, je sentais le sol sous mes pieds, j'entendais encore les sirènes au loin. Tout était trop rapide et trop lent en même temps. Je me souviens d'un battement de cœur particulièrement lourd, comme si mon corps avait décidé de marquer l'instant au fer rouge. Quand j'ai dégainé,
je n'ai pas senti de colère. C'était surtout instinctif et froid, une décision purement de survie. Je savais que si je n'avais pas bougé, il m'aurait peut-être arraché de la voiture, ou m'aurait frappé pour prendre les clés. Mais je savais aussi que tirer sur quelqu'un, même en légitime défense, briserait quelque chose en moi. Ce genre d'acte ne s'efface jamais, même si la loi vous donne raison. L'instant où il a compris mon intention a été presque silencieux. Il s'est figé, juste une fraction de seconde, puis a bifurqué si vite que j'ai eu l'impression qu'il disparaissait. Les buissons ont bruisé, puis plus rien. Les sirènes continuaient mais j'étais immobile, respirant trop fort, les mains tremblantes sans que je sache si c'était de l'adrénaline ou du soulagement. Quand tout s'est calmé, je me suis assis dans mon camion, incapable de démarrer. Je réalisais que j'avais été à un souffle de changer le cours de deux vies, la sienne et la mienne. Cette réflexion m'a frappé plus fort que l'événement en lui-même. Je n'avais jamais imaginé devoir savoir ce que je ferais dans une situation comme celle-là. Et maintenant je savais. C'était une connaissance que je n'avais jamais voulu avoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.